Eh bien, bonjour et bienvenue. Ravi de vous voir à l'extérieur. C'est mon plaisir d'animer pour la troisième année, je crois, consécutive, cette rencontre si importante. Nous sommes ravis, vous avez déjà vu, d'avoir Maurice Lévy, que vous pouvez applaudir. Voilà, qui a eu la gentillesse donc de s'asseoir, mais vous pouvez vous lever après, même chanter une chanson si vous voulez. Tout nous va. Donc, pour dire quelques mots de bienvenue, c'est mon plaisir de vous demander d'accueillir donc Joy, la présidente Joy, qu'on applaudit aussi pour la mettre en forme. Merci. Voilà, c'est une bonne idée. Euh, Bonsoir à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir et une grande émotion quand même. Oui, oui, oui. De vous accueillir ce soir au nom de UWC. Voilà le jingle. Je suis ravie de vous accueillir au nom de UWC France. Et permettez-moi, avant de commencer, de vous parler d'une note un petit peu personnelle. Vous ne m'en voudrez pas, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis née de parents publicitaires. Papa était dans la pub, maman était dans la pub. Et donc à l'école, mon surnom, c'était la fille de pub. Bon, c'était très bienveillant, hein. Petite, je connaissais toutes les pubs par cœur. Et j'écoutais fascinée les conversations de mes parents qui tournaient sans cesse autour de la pub, la dernière campagne ceci, la dernière campagne cela. Il m'est même arrivé de citer des publicités dans mes devoirs, ce qui rendait mes profs pas très contents. Et puis il y avait des noms qui revenaient souvent. Et il y avait deux noms parmi ces noms. C'était Marcel Bluchten-Blanchet et Maurice Lévy. Et ils revenaient tellement souvent que d'abord je me disais, ils doivent être super importants, ces gens-là. Et en plus, j'avais l'impression que vous faisiez partie de ma famille. Donc, en fait, à mes yeux d'enfant, c'était des gens visionnaires de la communication. Et donc, j'ai baigné avec vos noms autour de moi. Donc, j'ai l'impression de vous connaître très bien comme peut-être un oncle éloigné. Donc, vous imaginez ma gratitude, ma joie aujourd'hui de vous avoir, Maurice Lévy, ici pour une conférence sur le leadership responsable pour UWC France. C'est un peu comme deux mondes qui sont importants pour moi et qui se rejoignent, celui de l'enfance et puis celui de mes convictions. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous, chers invités, chers élèves, chers parents, chers alumni, chers partenaires et amis de UWC. Je vais vous dire quelques mots quand même de United World College, donc vous l'aurez compris, UWC pour les intimes, parce que ce n'est pas une éducation et une école tout à fait comme les autres. UWC, c'est un réseau de 18 établissements à travers le monde où des jeunes de 16 à 18 ans viennent apprendre à vivre ensemble pendant 2 ans en internat pour suivre le programme très exigeant du baccalauréat international. Dans ce qui rend en fait UWC vraiment unique, c'est sa mission. C'est former des jeunes citoyens du monde, conscients, engagés, capables de coopérer au-delà des différences. Bref, de former des jeunes qui sont conscients que les autres ne pensent pas comme nous, cher Maurice. Dans chaque école, environ 200 élèves vivent au quotidien avec des camarades venus de plus de 100 pays différents et de toutes origines sociales. Alors, quand je dis toutes origines sociales, c'est pas une formule. 86% des élèves sont boursiers et la diversité de leur parcours est impressionnante. Certains, 5% d'entre eux, sont d'origine réfugiée ou déplacée, quand d'autres, dans certaines écoles, portent un titre royal. Donc, c'est vous dire la richesse des perspectives, la richesse des rencontres humaines qui s'y jouent. La sélection pour y rentrer est dure, exigeante.
non seulement sur le plan académique, bien sûr, mais surtout, on va regarder le potentiel, la curiosité, l'altruisme de ces jeunes, la capacité à agir, à s'ouvrir, à écouter et à mener. Ce que nous cherchons à développer, donc c'est précisément ce que nous appelons à UWC le leadership responsable, purpose leadership. Et c'est une forme de leadership qui est ancrée dans la conscience du monde, dans le respect de l'autre, le courage de s'engager, la volonté de faire une différence, mais aussi conscient des réalités politiques, économiques, financières. Donc c'est pour ça qu'on est si heureux de vous avoir ce soir, Maurice Lévy, parce que vous êtes une personnalité qui incarne cette vision dans votre carrière et dans vos engagements. Donc vous avez dirigé avec brio un groupe mondial en portant très tôt les enjeux de la responsabilité sociale, d'éthique et d'avenir. Et donc, votre regard, il est précieux pour les élèves, les alumni et tous nous tous ici et tous ceux qui sont derrière leur écran puisque cette conférence est retransmise par Zoom. Après votre intervention, il y aura une table ronde et nous aurons le plaisir d'entendre plusieurs alumni, donc anciens élèves de UWC, qui viendront témoigner de la façon dont cette éducation, cette expérience, les a préparés à comprendre le monde, à agir, à se former et à se former au leadership responsable. Un grand merci, je le dis beaucoup, mais vraiment, je veux vraiment exprimer ma gratitude à vous tous aujourd'hui. Merci à vous tous de faire vivre cette belle rencontre. Et donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Joe, pour ces propos d'introduction. Donc, moi, je vais vous poser quelques questions pendant 20-25 minutes et après, je viendrai dans la salle et je suis sûr que vous avez quelques questions aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner votre micro, il faut que je l'allume ici en bas, voilà, donc pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Maurice Lévy, qu'est-ce qui fait un bon leader? D'abord, bonsoir, hein. Merci de votre invitation. Et c'est vrai que j'ai fait une entorse à une règle, et plus qu'une règle, une promesse. Et une promesse faite à qui? À ma femme. De ne plus accepter ces choses qui sont peut-être importantes, mais qui consomment du temps disponible entre nous deux. Et comme ma femme est le bien le plus précieux que j'ai, et qu'on a un compagnonnage de pas mal de décennies, je ne voulais pas trahir la parole que j'avais donnée. Donc, Joy, pour vous et pour Maurice, j'ai cédé. Et pour Jean-Fred, que j'ai connu, et qui était le papa de Joy. Donc, je suis heureux d'être parmi vous et je vais essayer de répondre à votre question. Alors, qu'est-ce qui fait un bon leader? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Parce que vous avez énormément de profils de leaders, et j'en ai connu des flamboyants et des timides. Euh, Probablement que l'homme qui m'a le plus impressionné, en dehors de Marcel Bustin-Blanchet, était un de nos clients. Un monsieur pas très grand, 1,70 m peut-être, fluet, une voix très douce. Je ne l'ai jamais entendu élever le son. Il fallait tendre l'oreille, il valait mieux ne pas être sourd. Et quand quelqu'un disait quelque chose ou s'opposait, il disait ah, vous croyez? Cet homme, c'était Pierre Dreyfus, l'ancien président de Renault, et qui a fait de Renault une entreprise assez extraordinaire. Et pourtant, quand on voit son profil, son parcours, il n'avait rien
cadre dynamique qui avance à grandes enjambées en faisant des grands gestes et des moulinets. Donc, les profils sont très différents. Je crois que ce qui. Si on reprend le leadership, c'est quoi? Leadership, c'est diriger, guider, très exactement guider, être devant et montrer le chemin. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut connaître le chemin pour pouvoir le montrer. Ou en tous les cas, si on ne connaît pas le chemin, il faut avoir une vision de ce que peut être le chemin. Donc, la première des qualités, c'est probablement celle de visionnaire pour voir le but que l'on veut atteindre. Sans doute que la deuxième des qualités, c'est la détermination. C'est-à-dire que sur un chemin, il y a pas mal d'embûches et il y a pas mal d'obstacles et il faut pouvoir traverser ce chemin malgré les embûches et les obstacles, les surmonter, les contourner. Donc savoir réagir très rapidement. Il faut non seulement le montrer, mais il faut que les troupes suivent. Et donc ça veut dire avoir aussi la capacité d'entraîner. Et pour pouvoir faire cela, il faut un certain nombre de qualités et il faut aussi quelques valeurs. Et si vous n'avez que les qualités sans les valeurs, vous pouvez être un leader. Mais combien de temps? Pendant combien de temps les gens vont vous suivre? Alors que si vous apparaissez comme quelqu'un qui, d'année en année, est une espèce de roc sur les valeurs, à ce moment-là, les gens peuvent vous faire confiance parce qu'ils savent que vous ne les trahirez pas et que vous les emmènerez à bon port et qu'en tous les cas, s'il y a des situations difficiles, ils pourront compter sur vos qualités de fond. Il y a peut-être deux choses que je voudrais dire en ce qui concerne l'histoire de Publicis, c'est un peu par ricochet la mienne. Mais à côté de Marcel de Saint-Blanchet, je suis un tout petit personnage. Hein. Il faut savoir raison garder. Hein. Marcel était un personnage hors du commun. Il a vécu des aventures extraordinaires. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est de prendre une société française et d'en faire une société mondiale. C'est tout. Oui. Donc, c'est pas. Mais revenons sur les deux choses. La première, c'est quand j'ai commencé à raisonner au plan mondial et j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait positionner Publicis au plan mondial. Il y avait à l'époque, c'est fin des années 80, il y avait le début, non pas de la globalisation, on n'employait pas encore ces termes, mais c'était les campagnes internationales, les choses qui devaient s'installer à travers le monde pour les marques. Et le modèle était américain. La France, non seulement est un pays publiphobe, mais en plus est un pays dans lequel le poids par rapport à l'échelle mondiale est inférieur à 2%. Oser se présenter en imposant une idée française, il faut être un peu malade. Il faut, ou alors inconscient, ce qui est pas inutile pour être un bon leader. Puisque c'est l'inconscience qui conduit à faire des choses qu'on n'ose pas faire quand on est conscient. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on allait positionner? Et à peu près en même temps que nous, il y avait d'autres groupes, que ce soit les Anglais, il y a une tentative allemande qui n'a pas débouché, une tentative italienne qui n'a pas débouché, un autre français qui a un peu débouché, et tout le monde rajoutait advertising derrière. Advertising, parce que ça veut dire publicité en anglais, pour ceux qui ne le savaient pas. Et
on me dit, bah, finalement, il faudrait faire Publicis Advertising. Et je dis, nous sommes un groupe français, né sur la terre euh, profondément française du haut des Champs-Élysées, tout près de l'Arc de Triomphe. On ne va pas abîmer ce que nous sommes, pouvoir être admis à une table internationale où on nous accepte dans ce que nous sommes, où on nous refuse. Et il faut, dans ce cas, pour qu'on nous accepte, qu'on soit encore meilleur que les meilleurs. Parce que on n'est pas tout à fait comme eux. D'ailleurs, quand je parle anglais, un accent coupé au couteau. Donc, ce n'était pas la peine que j'essaye de faire des simagrées pour faire croire que j'étais britannique ou américain. Il n'y avait aucune chance. Et même vous, quand vous parlez français, il y a un petit accent. Je comprends complètement, j'allais dire, je suis dans d'autres cas de figure. Donc. Voilà. Et donc, la première grande décision qui a conduit ensuite à la deuxième, qui est encore aujourd'hui ce qui fait de nous un groupe à part, la première grande décision, c'était que nous soyons respectés de notre francité. Et parce que où on réussissait avec ce que nous avions comme qualité inhérente, où on n'y avait pas droit, et dans ce cas, bah, c'était normal qu'on ne soit pas admis à la table. Donc il fallait mériter d'être à cette table. Et ça nous a conduit à la deuxième réflexion qui, elle, est stratégique et fondamentale, c'est que le modèle dominant, c'était le modèle américain. Et donc, quand vous êtes français, avec un accent à couper au couteau, et que vous allez essayer d'imiter, j'allais dire mimiquer, un Américain, même si vous êtes excellent, vous êtes moins bon que lui. Donc, comment être bon en étant ailleurs? Et j'ai inventé le concept de la différence. Alors, la différence, pourquoi? Parce que d'abord, c'est ce qu'on fabrique. Pour chaque marque, on fabrique des campagnes qui rendent la marque différente, singulière, spécifique, et avec ses valeurs et avec ses attributs. Et donc, à partir du moment où la marque est singulière, il faut que celui qui la crée soit singulier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous avez une campagne qui est américaine pour les jeans Lewis ou pour Levi's, comme, si on veut, hein, ou pour du Coca-Cola ou pour n'importe quoi, vous récoltez la couche superficielle. Alors un peu moins aujourd'hui parce qu'on est rentré en profondeur, mais dans les années 80 ou début des années 90, la couche superficielle qui est en accord avec et en harmonie avec la culture américaine. Mais si vous voulez toucher le cœur des gens, il faut leur chanter des berceuses dans leur langue, à leur façon, et à la manière dont la maman indienne ou le papa philippin ou le grand-père russe raconte l'histoire et fait bercer les enfants dans leur premier sommeil. Et à partir de là, ce concept était très simple, c'était de dire, non, les campagnes internationales, si vous en voulez une, vous allez voir McCann, Younger Beckham, Saatchi, whatever. Mais si au contraire, vous voulez entrer en profondeur dans un marché et en résonance avec les peuples et être admis de leur culture propre, à ce moment-là, vous sonnez à ma porte. Et c'est ce début-là qui, encore aujourd'hui, marque notre façon de faire, puisque ce concept de la différence est devenu viva la différence, est quelque chose que nous avons imposé. Et
un leader, ça marque et ça impose. Deuxième question, on parle de leader responsable, c'est le titre de notre Oui. soirée. Donc, vous défendez des valeurs, vous en avez parlé. J'ai vu pas mal de vos interventions et vous défendez les valeurs qui sont les vôtres. Est-ce que les valeurs changent? Et est-ce qu'il y a des moments dans l'histoire où c'est plus important de défendre certaines valeurs et de le dire? Vous dites pas les masques à un moment, dans une interview que j'ai vue tout à l'heure. Alors, je vais vous raconter une anecdote. On est 73, 74. Publicis avait brûlé. L'immeuble avait été détruit. Nous étions éparpillés dans un certain nombre d'adresses différentes. Et après avoir perdu pas mal de budget, on était reparti à la conquête. J'étais tout jeune directeur général de cette maison. Quand je me présentais devant un client, il fallait que j'ai un discours. Et mon discours, c'était de dire, alors j'avais du talent à l'époque, là j'en ai plus, donc il ne faut pas m'en vouloir parce que je ne le répéterai pas de la même façon. C'était de dire, pourquoi est-ce que vous viendriez à Publicis? Il y avait quelque chose d'un peu mythique avec le drugstore, il y avait quelque chose d'un peu magique avec l'immeuble, mais tout ceci a brûlé. Que reste-t-il? Mais il reste des choses toutes simples. D'abord, un esprit. Nous sommes animés du même esprit, de la même volonté. Nous procédons de la même volonté, de la même création. Et puis, il y a cette chose intangible qui, elle, ne brûle pas, sauf par la passion qui nous anime. Et cette chose intangible, ce sont nos valeurs. Et ces valeurs-là n'ont pas brûlé. Et depuis l'époque de Marcel Bleustein-Blanchet, nous avons des valeurs intangibles et qui restent là et qui marquent non seulement notre façon de faire, mais notre façon d'être. Et ces valeurs, c'est d'abord le respect. C'est la chose probablement la plus importante. Respect de l'autre, respect des collaborateurs, respect des clients, respect de la marque, respect du consommateur. Et les campagnes de publicité ont toujours été non seulement de vrais succès, mais des succès populaires, parce qu'en même temps, elles ont toujours traité le consommateur avec respect et ne l'ont jamais pris pour un con, pardon pour l'expression. Et puis, une valeur aussi bête que l'honnêteté. C'est pas idiot d'être honnête. C'est même plutôt bien. Parce que d'abord, ça évite d'avoir à se poser des questions, à jouer plusieurs rôles. C'est carré, c'est simple, on est ce qu'on est, on est comme on est, et on est direct avec les gens, et ils n'ont pas besoin d'essayer de se demander ce qu'on pense, on dit ce qu'on est. Et puis ensuite, il y a les valeurs qui vont avec le respect, avec l'honnêteté et des valeurs professionnelles comme l'exigence, la créativité, etc. Donc, ces choses sont restées à travers du temps. Après, par la suite, il y a eu des choses qui sont, Trump appellerait ça du wokisme, mais qui sont nées de réflexions, notamment du côté de l'Amérique, la diversité et l'accès à des gens défavorisés, à un certain nombre de positions et tout ce qui accompagne justement l'épanouissement de la personne. Mais l'épanouissement de la personne, on l'avait même avant cela, dans la différence de chacun. Donc, ce sont ces valeurs qui restent. Et encore aujourd'hui,
malgré le fait qu'aux États-Unis, on ne peut plus parler de diversité ni d'inclusion, on dit très clairement dans notre rapport annuel de cette année, à l'Assemblée générale, il y a une semaine, on a dit, bah, écoutez, il y a des pays où on ne peut plus, mais nos valeurs à nous s'appliquent partout où on est, mais dans le respect des lois de chacun des pays. Il faut affronter Trump sur ces questions-là, parce qu'effectivement, il a dit je ne ferai pas de business avec les sociétés qui font de l'inclusion. En gros, il a dit ça. Nous, on n'a pas à l'affronter. Nous, on est des étrangers et donc on doit dire merci d'être accueillis aux États-Unis et on doit respecter les lois américaines. Nous ne sommes pas des citoyens américains et nous n'avons pas à nous battre contre Trump ou contre Biden avant pour telle ou telle raison. On peut ne pas aimer certaines choses, mais si c'est la loi américaine, on la respecte. Et de même que si on n'aime pas certains pays, on les quitte. Mais là, quand c'est un pays qui pèse 60% de notre revenu, on ne va pas le quitter facilement. Vous êtes un passionné des technologies, ça s'est déjà vu à l'époque. Vous avez parlé de l'incendie parce que vous avez tout enregistré avant. Vous étiez innovateur en la matière. Aujourd'hui, c'est l'AI, l'IA, Artificial Intelligence. Est-ce que dans une époque où quelque part c'est beaucoup plus démocratisé, tout le monde peut s'exprimer sur ses propres valeurs beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est plus difficile de défendre ces valeurs et d'être un leader responsable dans ce contexte? Est-ce que les technologies rendent cette idée de responsabilité plus difficile pour vous, pour les leaders d'aujourd'hui et de demain? Alors, d'abord, je voudrais faire un petit crochet sur leader responsable. Il ne faut pas que responsable prenne le pas sur leader. On a vu ce qui s'est passé, notamment à un moment donné chez Danone, où le président était extrêmement enflammé par toutes les questions d'environnement, de responsabilité, etc., et qu'il avait oublié les fondamentaux de l'entreprise. Donc, il n'y avait plus de leadership, puisque la responsabilité, c'était sur quoi? Bon, ça s'est mal terminé pour lui, mais surtout, ça a failli mal se terminer pour Danone, et ça s'est mal terminé pour des collaborateurs de Danone. Donc, le premier rôle, c'est quand même de faire en sorte que l'entreprise soit successful, que l'entreprise réussisse, et que l'entreprise offre un véritable avenir à chacun de ses collaborateurs. Après, c'est dans la dignité d'un certain nombre de valeurs. Mais ça vient après. Ça précède le pas. Et ça, j'insiste, c'est peut-être à contre-courant par rapport à UWC, mais c'est fondamental. Parce que si vous n'êtes pas, si vous ne réussissez pas, si vous ne générez pas du profit, si vous ne créez pas d'emploi, votre sentiment de responsabilité et votre sentiment de défense des valeurs s'appliquera à rien du tout, puisque l'entreprise mourra tranquillement et bien. Ou en tous les cas, si elle ne périt pas, au minimum, elle souffrira. Donc, le premier devoir, c'est quand même d'être quelqu'un qui réussit sur ses objectifs fondamentaux, qui consistent à faire de notre entreprise une entreprise saine, profitable, conquérante et qui gagne. Et ce n'est seulement que si elle gagne qu'elle peut partager les fruits. Si elle ne gagne pas, il n'y a rien à partager. Les dettes, un peu comme la France. Donc, il faut qu'on réussisse d'abord à gagner. Et ensuite, il est extrêmement important d'avoir ce corpus de valeurs auxquelles les uns ou les autres peuvent ajouter des choses en fonction de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Certains, dans certaines entreprises, à un moment donné, il y avait même des valeurs spirituelles.
assez étonnant, mais c'était comme ça. Les fondateurs de cette entreprise avaient des croyances et considéraient qu'il fallait être une forme d'entrepreneur chrétien pour bien réussir et d'avoir les valeurs qui allaient avec pour notamment le partage. Alors, ensuite, pour répondre à votre question que j'ai oubliée, euh, puisque j'ai fait un détour, mais que vous allez me rappeler. Moi-même, j'ai oublié la question Bah, que je viens de vous poser. Qu'est-ce que c'était sur l'IA. sur l'IA, voilà, L'IA, les bien sûr. technologies. Alors, sur l'IA. L'IA, d'abord, c'est un mot valise et c'est un mot erroné, puisque pour l'instant, on ne fabrique pas de l'intelligence. Et l'intelligence, euh, même artificielle, n'existe pas en tant qu'intelligence. Il y a des mécanismes qui font que des choses vont se répéter et vont pouvoir prendre en compte des historiques et reproduire ces historiques. Mais si vous demandez, par exemple, à ChatGPT de vous inventer un personnage, il aura beaucoup de mal et il va généralement puiser sur des personnages qui existent et les transformer un peu, au mieux. Mais si vous lui demandez de faire une image, ben, il va puiser nécessairement dans une bibliothèque d'images, et les exemples existent tous les jours. Vous lui présentez 5 images et vous lui dites quelle est la prochaine, et il vous fait 8 images derrière en vous disant voilà les 8 prochaines images. Ça, il sait faire. Et ça, c'est de la réplique. Mais ce n'est pas de l'intelligence pure, ce n'est pas de la créativité pure. D'ailleurs, on peut se poser la question chez l'homme, est-ce qu'il réussit à faire de la créativité pure? Euh, Généralement, il s'inspire de beaucoup de choses qui ont été faites, de modèles, même d'un historique, d'une culture, de choses qu'il a accumulées, de souvenirs qui n'existent plus mais qu'il a enfouis. Et puis, il mélange un peu tout ça et il aboutit à une création. Mais je vais prendre même un exemple. Vous avez tous un téléphone portable, un smartphone, que ce soit un iPhone ou autre. Mais si vous reprenez l'iPhone, c'était quoi? C'était un assemblage. C'est un peu comme dans le temps, il y avait le décorateur ensemblier. C'était donc un assemblage de technologies qui ont permis de fabriquer un outil rupturiste et qui a créé quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'y avait pas d'innovation spécifique. C'est le cumul des innovations qui a fait et qui préexistait, et c'est le fait de les assembler qui a créé cette rupture assez extraordinaire. Donc la création pure est extrêmement difficile. L'IA est un outil extraordinaire. On l'utilise depuis pas mal d'années à Publicis. On l'utilise d'abord depuis très longtemps dans le domaine du langage. Et puis, on l'utilise dans des fonctions un peu plus élaborées depuis 7-8 ans. Donc, Dans le domaine du langage, je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous faites exactement dans le domaine du langage avec bah, c'est très simple. Il n'y aurait pas de, de search et il n'y aurait pas de réseaux sociaux s'il n'y avait pas une maîtrise du langage. Et donc, cette notion de maîtrise du langage est quelque chose, hein, le NPL, Natural Processing Language, est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans. Ça s'est amélioré au fil des ans. Et c'est ce qui a permis justement, ça existait même, pas tout à fait comme ça et pas dans cette forme. Et il y a peut-être des gens dans la salle qui ont connu cela, mais pas beaucoup, à mon avis. Mais il y a eu quelque chose en France qui s'appelait le Minitel. Et déjà à l'époque, il y avait l'utilisation du langage. Et je me souviens
d'un ministre à l'époque qui finançait les documentations automatiques à base de Minitel. C'est-à-dire, on prenait la documentation de l'Express et si on était capable de le mettre sur Minitel, on était financé par l'État. Tout ceci, ce qui prouve que les Français n'étaient pas les plus cons dans cette histoire, mais malheureusement, ils se sont enfermés dans leur système. Mais on a été très en avance en inventant des solutions, mais comme toujours, trop intelligentes, trop malines, trop fermées et pas assez ouvertes sur le monde. Ce qui fait que quand Internet est arrivé, on n'y a pas cru et on a perdu une avance qu'on avait à cette époque. Donc, l'IA est un des outils les plus magnifiques avec en même temps, comme Janus, deux faces. Une face qui, elle, est sympathique, agréable, c'est celle qui aide, et c'est un outil qui aide les gens à travailler. Alors, je prends un exemple intéressant. Sans IA, les tâches qui sont dans les usines ou dans les départements de stockage seraient épuisantes pour les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on voit des femmes qui manipulent des autos, des trucs, des robots énormes et sans effort. Et ça, c'est parce qu'il y a la robotique et il y a l'intelligence artificielle. Et puis, il y a la face hideuse de l'IA, qui est celle des fakes, et qui peuvent être extrêmement dangereux, puisque ça peut aller jusqu'à la manipulation de la démocratie, la manipulation de la vie d'une personne. C'est pas seulement de l'escroquerie, c'est pas seulement du vol, mais ça peut aller beaucoup plus loin, détruire des vies de manière pernicieuse et douloureuse. Donc, apprendre à se servir de l'IA est quelque chose d'indispensable et tout le monde doit apprendre à s'en servir. Et c'est assez facile aujourd'hui parce que les développements qui ont été faits, que ce soit Perplexity ou ChatGPT ou d'autres, Llama de chez Meta, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles, Gemini de chez Google, et qui rendent de l'utilisation extrêmement facile, y compris des gens comme moi, qui sont capables d'utiliser l'IA. Mais en même temps, il faut qu'on apprenne à se défendre face aux dangers de l'IA. Alors, les dangers économiques, l'IA peut détruire des emplois. Comment est-ce qu'on fait pour que les emplois ne soient pas détruits ou que s'ils sont détruits, il y ait un nombre encore supérieur qui soit créé? Et puis, l'IA peut, je l'ai dit, détruire des vies, voler, etc. Et là, on a une criminalité de notre genre, une criminalité d'État. Il faut bien voir que les États sont assez criminels et il n'y a pas que la Russie. À un moment donné, d'ailleurs, l'un des États les plus réputés pour faire le ransomware et puis des opérations sur l'IA, c'était l'Ukraine. Beaucoup plus puissante que la Russie, beaucoup plus talentueuse. C'est ce qui explique peut-être qu'elle sait mieux résister. Mais il y a aussi d'autres pays tout à fait décents et qui ont une carte d'identité tout à fait sympathique et qui utilisent l'IA et d'autres technologies pour faire valoir leurs opinions. Alors, je regarde un peu ma montre, je ne veux pas me fâcher avec votre épouse. Il nous reste peut-être un quart d'heure. Ça va, si je vous libère d'ici 10 minutes, ça vous, voyez, elle ne sera pas trop fâchée. Voyez, on avait dit 19h45. Oui, c'est vrai. Il est 47. C'est vrai, il est 47. On va donner quelques minutes d'échange. Est-ce que je peux prendre 2 ou 3 questions dans la salle? Oui. Alors, si vous pouvez vous présenter, ce serait sympathique. Bonjour. Bonjour, je suis David Godest. Je suis le papa de 2 jeunes filles qui sont passées à UWC récemment. Et je suis ravi en fait de vous voir aujourd'hui puisque vous ne le savez pas,
mais vous avez changé ma vie à 25 ans, puisque vous étiez le parrain de ma promotion avec un de mes camarades, avec Monsieur Jacques Landrevie à HEC, dans lequel vous étiez intervenu. Oui. Voilà. Et je me souviens d'une phrase que vous aviez dite, puisque j'ai basculé dans l'univers de la publicité, du marketing pendant 25 ans depuis, qui était de dire, chers élèves, puisqu'à l'époque j'étais du côté des élèves, qui était de dire, souvenez-vous que en 2000, nous sommes à la genèse des transformations avec les technologies, au même titre que 1900 était le début de la voiture. Et en effet, on vient de parler d'IA, les choses ont beaucoup changé. Donc vous avez changé une première fois, je dirais, mon parcours, et je vous en remercie encore. J'ai donc 2 filles qui ont fait UWC, la deuxième qui vient de terminer, qui revient d'Inde. Et en fait, puisque j'ai fait une carrière dans le domaine du marketing, en créant une entreprise, et il y en a une qui m'a posé une petite colle il y a quelques années en me disant papa, ton métier, c'est de faire donc du marketing digital, d'accompagner mes clients qui sont les grands acteurs de la grande distribution en France pour les aider à faire consommer un peu plus leurs clients. Et elle m'a dit, mais ton métier, papa, je ne sais pas si c'est vraiment un métier qui est très bien pour la planète, puisqu'en fait, ton objectif, quelque part, c'est de faire en sorte que des gens consomment des produits dont ils n'ont peut-être pas besoin. Je vous avoue que j'ai été un peu bousculé par cette réflexion d'une jeune fille qui avait 16 ans. Et je n'ai pas encore trouvé vraiment la réponse à cette question, qui est pour moi de dire comment la publicité et le marketing, notamment vous parliez tout à l'heure de leadership, de souveraineté européenne, très clairement dans le domaine des technologies, on a raté le virage, vous l'aviez évoqué. Comment on fait pour retrouver un petit peu de leadership en Europe, face aux États-Unis d'un côté, face à l'Asie de l'autre, avec ces outils, et faire en sorte que peut-être on retrouve ce leadership, mais de façon un peu plus responsable. Merci, Monsieur Lévy. 2 questions, donc si j'ai bien compté. L'une, est-ce que en développant le chiffre d'affaires de nos clients, on fait du mal à la planète? C'est le marketing. Et la deuxième, l'Europe a pris pas mal de retard dans beaucoup de domaines, et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour le rattraper? Sur la première question, il faut voir un peu. Alors c'est vrai qu'il y a des sujets dont on a pris conscience depuis uniquement une vingtaine d'années sur la planète, les risques de la planète, etc., alors qu'ils étaient là peut-être bien avant. Quand on vend un produit, on satisfait 2 besoins. Un besoin matériel, un besoin psychologique. Et ce besoin psychologique, parfois, est encore plus important que le besoin matériel. Et donc, le fait est que il faut qu'on trouve les solutions qui réduisent toute l'emprise écologique, parce qu'on ne peut qu'apporter des satisfactions aux gens. Et on appelle ça, d'ailleurs, la satisfaction psychologique différentielle. Et si on n'apporte pas cette satisfaction, on va avoir des populations qui peut-être vont se porter mieux, et c'est pas sûr, parce qu'il n'y aura pas d'incentive pour essayer d'innover, d'inventer. Or, l'homme a passé sa vie à innover et inventer. Et on aura des gens qui vont traîner un peu leur neurasthénie parce qu'ils ne seront pas très heureux. Donc, rappelez-vous d'ailleurs que il y a un économiste célèbre qui avait considéré qu'on devrait inscrire le bonheur dans le PIB d'un pays. Joseph Stiglitz. Donc, ça me paraît un peu réducteur de penser qu'il ne faut voir que les problèmes d'empreinte, parce que dans ce cas, effectivement, on peut revenir au vrac complet, on peut s'habiller de peau de bête, etc., etc. Donc, on ne va pas aller jusqu'à
cet exemple. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, c'est une question qui, comme diraient les Américains, me tient éveillé la nuit. Parce que s'il y a une chose qui me préoccupe pour l'avenir, c'est effectivement l'Europe. Est-ce que l'Europe sera le marché dans lequel vont se battre les Américains et les Chinois? Et que nous, on sera des consommateurs un peu idiots, un peu un Disneyland européen, où on accueillera les gens, et comme il y aura le réchauffement climatique, ce sera agréable, ce sera à moitié tempéré, ce sera bien, un peu chaud au sud, mais le nord sera plus agréable, et puis c'est tout. En fait, l'Europe a fait des choix de bien-être qui aujourd'hui se retournent contre l'Europe. On n'a pas les moyens aujourd'hui de financer la recherche comme on devrait le faire, de financer l'éducation comme on devrait le faire, d'être exigeant dans la performance comme on devrait l'être, tout simplement parce que on s'est installé dans une espèce de confort et on n'est pas prêt à sacrifier des choses pour ce confort. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de très brutal. Alors, il y a un réveil un peu brutal qui s'appelle Trump. Merci, Monsieur Trump. Il nous réveille. Et moi, je le remercie vivement. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de faire en sorte que l'Europe se saisisse de disruptions technologiques pour prendre de l'avant. On aurait dû être capable de prendre un peu d'avance avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que les concepteurs de l'ordinateur quantique chez Google sont européens. Les concepteurs de l'intelligence artificielle chez Google sont européens. Chez Meta, sont français. Chez IBM, sont franco-allemands. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons des universités et des écoles qui ont formé aux mathématiques les plus exigeantes. Et pour prendre un exemple familial, personnel, quand mes enfants, après leurs études d'ingénieur, sont allés au MIT, ils survolaient les classes. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents, ils étaient mieux formés. Et donc en mathématiques, en tous les cas, et en physique, ils survolaient les classes. Nous sommes en train de perdre, et quand je dis nous sommes en train de perdre, c'est parce que je suis poli, nous avons perdu beaucoup de notre avance, nous les Européens, et en particulier nous les Français. Et donc, il faut qu'on rattrape cela, et on a à faire un arbitrage entre le confort social et l'exigence de développement des générations futures. Voilà. J'ai été un peu long. C'était parfait. Je veux toujours pas me fâcher avec votre épouse. Last question. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent depuis le monde entier. Alors, nous avons une question, je crois. Oui, Joy vous a fait signe. Oui, c'est ça. Donc, je regardais sur le groupe WhatsApp pour avoir la question. Alors, c'est Alban qui nous pose la question. Comment le leadership fondé sur les valeurs éthiques peut-il transformer positivement le milieu éducatif? Je ne sais pas si Alex, tu as eu ton téléphone. Voilà, je viens d'allumer, c'est pour ça que j'ai eu le message. Voilà, l'éducation. Alors, je vous raconte une anecdote. C'est toujours comme ça que ça commence. Il y a 20 et quelques années, 25 ans, il y avait un monsieur Dominique Strauss-Kahn qui était ministre de l'économie, des finances et avant ça de l'industrie. Et quand il était ministre de l'industrie, on avait organisé avec le cercle de l'industrie les journées de l'industrie. Et on voulait redonner le goût aux Français de s'intéresser à l'industrie. On est allé voir l'Éducation nationale
Il dit, écoutez, on va faire cette cérémonie qui va être un truc, c'est bien, des journées partout, dans les usines, etc. Et puis à Paris, un grand forum. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques-uns de vos élèves, d'abord pour visiter des usines, ensuite pour participer à des débats, et puis enfin pour écouter et voir les débats et éventuellement y participer à Paris. C'est fait malgré l'introduction de Dominique Strauss-Kahn, qui n'était pas celui qu'on a connu par la suite. On s'est fait jeter. L'éducation nationale, mais attendez, vous voulez pervertir nos enfants. Vous voulez leur apprendre ce que c'est que l'industrie, mais pourquoi pas l'économie tant qu'à faire, ou l'entreprise, mais vous êtes malade. Et on a eu énormément de mal, et il a fallu se tourner vers des écoles privées pour qu'on ait des élèves qui participent. Alors depuis, les choses ont un peu évolué, elles sont moins caricaturales que ceux que j'ai vécus à cette époque-là, et effectivement, on a réussi à plus d'une reprise à avoir des discussions constructives, positives, avec des ministres de l'éducation, et pour tenter de redonner une colonne vertébrale à l'éducation et de préparer les élèves à la vie active. Et la vie active, c'est de leur donner les rudiments pour apprendre une profession et pouvoir aller devenir des ingénieurs, etc. Je veux dire que celui qui a très très bien accepté, très très bien compris, ça a été Jean-Michel Blanquer, avec lequel on a vraiment bien travaillé. Mais avant ça, ça a été très compliqué. Mais y compris avec des ministres de l'Éducation qui sont censés être plutôt des progressistes, plutôt... Il y avait un autre, pardon, il y avait un autre qui a été très ouvert, et là ça remonte à assez longtemps, un peu plus de 25 ans, qui était Allègre. Et Allègre, lui, il acceptait très bien le discours et il comprenait très bien que les élèves devaient être préparés à un avenir, pardon de le dire de cette façon-là, productif. Mais voilà deux exemples. Entre-temps, vous pouvez regarder la liste, hein, les gens qui se sont succédés, et, ils n'ont pas fait grand-chose et ils n'ont pas voulu faire grand-chose. Donc, c'est quasiment la mère de toutes les batailles. Je veux dire, l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles. Demain, le premier budget français, c'est le budget de la dette. C'est le budget des intérêts de la dette. Alors que... et tout ça pour financer quoi ? Le système social français. Pour financer la retraite à 62 ans, pour financer un certain nombre de choses. Des choses très positives comme la sécurité sociale, et là c'est très bien que les gens puissent bien se soigner, etc. Mais ensuite des zones de confort ou tout simplement aussi des choses auxquelles on n'ose pas toucher parce que on va avoir les syndicats contre soi, mais si on devait toucher au fait que dans le budget de la santé, il y a 25% à peu près qui sont du coût de fonctionnement, ce qui est une folie. Et on peut continuer. Là, on pourrait dégager des ressources qu'on pourrait consacrer effectivement à l'éducation, à la recherche, à financer des développements et à préparer l'avenir. Voilà. Pardon, je vais devoir filer. Je vous remercie de m'avoir accueilli. C'est très gentil. Et je serais bien resté encore à discuter. Et c'est pour ça que je ne voulais pas m'asseoir, parce qu'après, je m'incruste. Et je ne voudrais pas m'incruster, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont là pour faire partie d'une table ronde. Il ne faut quand même pas les priver de leur moment de gloire.
Merci. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Merci. Merci infiniment. Votre épouse sera très contente parce que sans doute elle est en train de faire mijoter les plats qui vous attendent. Donc voilà, on vous rend à votre dîner. Maurice et Amanda vont vous accompagner. En tout cas, visiblement, on était très émus et très appréciatifs de votre présence. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Comme nous a dit Maurice, nous avons quelques jeunes étudiants. Ça va être, comment dire en anglais, a difficult act to follow. Ça va être difficile à suivre, mais je suis sûr qu'ils ont la passion requise. Donc, juste avant de les rencontrer, nous allons regarder une petite vidéo sur le leadership de quelques étudiants actuels dans les UWC qui vont vous parler du leadership responsable et de ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ils apprennent. Regardez. Et cette année, j'étais leader d'un CAS, donc c'est le programme d'activité extrascolaire du bac international. Et donc, j'ai organisé des séances de volontariat afin d'organiser des activités pour les filles issues des camps de réfugiés et des quartiers populaires de Freiburg. Je m'appelle Marita, je suis libanaise, je suis MUN leader et Political Council leader à UWCAD et ça m'a appris à pousser mes limites et à parler devant un grand peuple, ce que je pense sont des bonnes qualités pour un leader. Deux instances particulières où j'ai eu l'occasion de développer et d'exercer mon leadership ont été lorsque j'ai créé mon club de relations internationales où nous effectuons des analyses géopolitiques et avec lequel j'ai par ailleurs fondé la tradition du Global Café, donc un forum ouvert à la communauté, particulièrement pendant les semaines culturelles pour discuter et mieux comprendre les dynamiques politiques, économiques et sociales au sein des différents continents et qui répondait vraiment à un besoin dans mon école après 4 ans de Covid sans élèves internationaux et d'initiatives similaires. Je suis aussi la présidente du comité de développement durable avec lequel j'ai fondé la conférence En Synergie qui permet à des étudiants de partout en Chine de réfléchir critiquement à des pistes de solutions accompagnées d'experts à des problématiques qui mêlent paix et développement durable. Et cette année, par exemple, nous avons traité la migration climatique. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élève, Mathieu Mauricia, qui a intégré le comité de développement durable de UWC dès sa création en 2021. Mathieu voulait réunir une vaste majorité des élèves tanzaniens derrière une coalition climatique pour aligner leurs actions et évoquer l'écologie de façon plus profonde. Une plateforme, la Tanzanian Student Coalition on Climate, TASC, a donc été créée pour répondre à ces demandes. Mathieu était l'élève initiateur et il a mis ses idées en action. Il a pris contact avec des écoles, il est parti à Dar, la capitale économique du pays, pour rencontrer les responsables des Nations Unies en charge du climat. Il a organisé une conférence avec 2 objectifs. 1, que la TASC soit présidée par un Tanzanien. 2, qu'à l'issue de la conférence, les recommandations des élèves pèsent dans les propositions de la délégation tanzanienne au COP. Et il a réussi. Une expérience de leadership à laquelle j'ai participé, ce serait le mois dernier avec le Student Council, donc le conseil de vie étudiante dont je fais partie. On s'est tous organisés et unis pour participer à la 12 Hours Race, qui est une course caritative qui nous a permis de lever des fonds contre les trafics d'humains. Et on a levé notamment près de $5 000 et on a couru par équipe l'équivalent de 600 km. Voilà, quelques exemples de leadership responsable du monde entier. Je voulais dire que nous sommes regardés, vous pouvez peut-être les applaudir, non seulement ceux qu'on vient de voir, mais aussi les gens qui nous regardent partout dans le monde en ce moment même, avec leurs propres exemples de leadership responsable. Nous allons faire une table ronde avec quelques étudiants qui vont nous raconter exactement ce qu'ils apprennent sur le leadership responsable. Vous allez accueillir tout de suite Alejandro Maris avec Alice Rabourdin, Alix Trebaol, Amine Badreddine et Paul Laporte. Voilà. Il faut les applaudir parce que c'est très difficile de parler après à Maurice Lévy, mais vous allez mettre la jeunesse et tout ce qui est votre passion dedans. Alejandro Maris, vous avez 25 ans, vous êtes originaire de Caracas, Venezuela, vous êtes à UWC Mostar.
2017-2019. Vous avez fait un bachelor de maths à Cornell University aux États-Unis et un master à l'université de Cambridge. Et aujourd'hui, vous êtes doctorant en mathématiques à l'Institut d'autres études scientifiques. Alors, vous faites une thèse sur la théorie de Teichmüller, doublement supérieure. Je vais peut-être pas vous demander exactement ce que c'est que la thèse de Teichmüller. Bon, enfin, je suis trop curieux. En 2 mots, c'est quoi la thèse de Teichmüller? Et il faut que vous allumiez en bas. Voilà, il faut que vous mettiez là comme ça. Perfect. C'est quoi exactement la théorie de Teichmüller en une phrase? C'est l'étude de géométrie dans des surfaces de dimensions supérieures. Parfait, on a tout compris. Alors, le leadership, qu'est-ce que vous avez appris sur le leadership responsable et est-ce que vous voulez réagir aussi à ce qu'a dit Maurice Lévy? Oui, bon, moi, je ne suis pas un grand entrepreneur. Donc, quand j'étais au Venezuela, un pays avec beaucoup de problèmes, et vous vous plaignez de la France, mais vous n'aviez aucune idée. Mais au Venezuela, c'est qu'on a appris quand on était en train d'être choisi pour aller au UWC, c'était que c'est beaucoup mieux de faire des choses petites, mais de les faire bien, pour vraiment aider des gens. Parce que quand j'avais 17 ans, on était on devait faire un projet théorique, bien sûr, pour aider les gens du Venezuela. Et c'était assez vague. Et bien sûr, nous avons 17 ans, on voulait terminer la faim au pays, on voulait terminer la pauvreté. Bien sûr, c'était des projets impossibles. Et donc, il y avait cet homme qui est venu nous parler et nous avait dit qui trop embrasse mal étrange. Et vraiment, ça restait avec moi. Et c'est pour ça que maintenant, je fais la science. Bon, c'est pas la seule raison, mais maintenant, je fais la science parce que précisément, la tâche d'apprendre quelque chose qui est assez compliqué, qui est assez technique, mais qui, au fur et à mesure, avec des petites contributions à la science, sont éventuelles. Il y aura d'éventuelles contributions pour la vie de l'homme, pour l'amélioration de sa qualité. Et donc, c'est ça ce que j'ai appris et j'ai fait ça quand j'étais au UWC, j'ai fait des choses. Et pour dire en anecdote, on était dans mon cours de physique, il y avait des gens qui étaient assez doués en physique. Et bien sûr, il y avait d'autres qui n'avaient pas l'opportunité d'avoir une éducation technique quand ils étaient chez eux, principalement en Afrique. Et donc, les profs, ils nous avaient dit, à moi et à un ami, si nous pouvons aider des gens, un garçon de Somalie et une fille de Soudan du Sud. Et on a devenu leur tuteur privé, ça veut dire personnel plutôt. Et donc, ma tâche, c'était dans 1 an d'aider cette fille du Soudan du Sud qui avait aucune base en mathématiques pour réussir ses examens. Et donc, on a commencé par savoir comment compter, comment faire des additions, comment faire des subtractions. Et à la fin de l'année, avec une quantité énorme de travail, on a réussi à qu'elle n'a pas raté ses examens. Et donc, c'était incroyable comme tâche, une tâche petite, d'aider une seule personne, mais de la faire bien. Donc, voilà ce que j'ai appris. Merci beaucoup. Bon, ça peut le dire. Hein. C'est vraiment un bon exemple de faire des petites choses individuelles. Alice Rabourdin, vous êtes originaire de Paris. Vous étiez au collège Atlantic College au Pays de Galles entre 2011 et 2013. Vous avez fait une licence à UCL à Londres, puis un master à Sciences Po à Paris. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'Institut Maria Novak, recherche et promotion de l'entrepreneuriat populaire et du droit à l'initiative économique. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur le leadership lors de votre séjour à UWC? Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, ce que je dis, j'ai peut-être 2 choses centrales. La première, c'est apprendre à se connaître. Je pense que, comme disait Maurice Lévy tout à l'heure, il y a plein de manières d'être leader. Et c'est pas forcément la personne qui parle le plus fort. C'est pas forcément... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai appris. Et donc, je pense à l'UPC, j'ai appris beaucoup à me connaître. Et ça, c'est pour moi une grande force assez jeune. Et à prendre confiance en soi, à comprendre ses forces, comprendre ses limites aussi. Et savoir s'entourer pour compenser ses limites. Donc, je pense que ça a été la première chose. Et la deuxième, c'était me décentrer. Encore pour citer aussi, comme disait Joy tout à l'heure, les autres ne pensent pas comme nous. Mais... Moi, je suis arrivée, j'avais connu Paris et peut-être l'anecdote qui est un peu emblématique de ça, c'est un cours de religion du monde au lycée. Et moi, j'ai été élevée catholique à Paris et il y avait dans mon cours, on était 8.
Et on était tous d'origines différentes, de tous les continents, avec vraiment toutes les religions principales qui étaient représentées. Et je m'asseyais souvent à côté d'une fille qui était d'origine tibétaine, réfugiée en Inde, dans ma classe, qui était assez timide, qui parlait pas très fort. Et on commence le cours sur le christianisme et elle me dit, mais dans mon oreille, mais qui est Jésus? Elle avait jamais entendu, enfin, elle ne savait pas qui était. Et moi, ça m'avait marqué. J'étais là, mais ça me paraissait tellement évident. Puis je me suis dit, mais en fait, moi, Bouddha, à 16 ans, ça me parlait pas. Enfin, je savais ce mot, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et c'est un peu bête, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ce que je sais du monde, c'est juste une fenêtre. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait me dire, mais en fait, d'autres personnes ont une perspective complètement différente. Et ça continue aujourd'hui, puisque maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis partie et je suis encore très proche. Mes amis les plus proches du lycée au Pays de Galles sont aux quatre coins du monde. Une de mes meilleures amies qui est au Ghana, une autre qui est aux Maldives, une autre qui est à Hawaï. Et on a un groupe WhatsApp, on se parle quasiment tous les jours. Et on a des réalités qui sont très, très différentes. Et du coup, ça me questionne tout le temps parce que je raconte mon quotidien, mes problématiques, et elles aussi. Et en fait, elles sont parfois similaires parce qu'on est tous humains, mais aussi parfois très différentes parce qu'on a des réalités, des contextes qui sont très différents et qui parfois aident à relativiser ou à se dire... en fait, on n'est pas le centre du monde en France, on n'est pas le centre du monde en Europe, le reste du monde ne nous attend pas et on d'autres problématiques. Et voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a un vrai impact aujourd'hui pour moi. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'en France. En vous écoutant, je me rappelle enfin, j'ai une très bonne amie allemande qui vit à Berlin, qui est allée chercher sa nouvelle fille au père pour sa fille. Et je venais d'Amérique du Sud et elle a dit t'inquiète pas, cette semaine, je vais te présenter ma famille et puis la semaine prochaine, on va te montrer le mur, etc. Elle a dit, quel mur? Et donc, effectivement, j'ai pensé à ça quand tu as raconté cet exemple. Alix Trebol, vous êtes bretonne, donc c'est bien. De la part d'un Cornouaillais. Vous étiez donc à UWC Costa Rica entre 2015 et 2017. Vous avez fait le double diplôme Sciences Po Columbia University New York, puis le Master X HEC Entrepreneur à Paris. Aujourd'hui, vous travaillez à Paris chez Serena sur un fonds d'investissement à impact dans les domaines de la santé, l'éducation et le développement durable. Vous êtes vraiment dans les valeurs dont nous avons parlé tout à l'heure avec Maurice Lévy. Vous, qu'est-ce que vous avez appris lors de vos études à UWC sur le leadership responsable? Merci. C'est une bonne question parce qu'en fait, quand j'y réfléchissais, je me rendais compte que c'était très inconscient, ce que j'ai appris sur le leadership responsable. Et pourquoi inconscient? Parce qu'en fait, on m'a jamais appris à être un commandant, à diriger un groupe. C'est pas la manière dont on apprend le leadership à UWC, c'était pas tant par ça. C'est plutôt qu'en fait, j'ai pris conscience de tellement d'injustices que j'étais obligée de faire quelque chose. Et c'est un peu... ce qu'on dit en anglais parfois, you can't unsee it. En fait, une fois que tu prends conscience de tout ça, tu peux pas vraiment fermer les yeux et faire autre chose. Et en fait, un exemple pour illustrer ça, c'est que on a tous parfois on regarde un film qui nous touche, on va à une conférence qui nous touche, et donc en fait, ça provoque une sorte d'électrochoc, et on se dit qu'il faudrait faire quelque chose pour avoir un impact positif. En fait, UWC, c'est l'équivalent de cet électrochoc, mais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et moi, c'est pas un moment qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est plutôt en fait une sorte d'accumulation de moments où il y avait quelqu'un dans ma promo à UWC, c'était il y a presque 10 ans maintenant, qui avait 21 ans. Je me disais, mais c'est bizarre, nous on a tous 16-17 ans, pourquoi il a 21 ans? Et il m'explique qu'en fait, il s'appelle Lerhuele, il venait du Lesotho. Il avait dû faire des pauses pendant son éducation pour travailler et financer son collège, pour ensuite reprendre ses études. C'est qu'un exemple, mais c'est aussi parler avec ma roommate qui venait des Maldives, de son futur, de là où elle voyait sa vie, est-ce qu'elle se voyait retourner aux Maldives, et qui me dit mais en fait mon pays il sera sous les eaux dans la génération de mes enfants ou celle d'après, donc en fait ça n'a pas de sens de penser comme ça, ou
ou juste tout simplement prendre conscience que dans ma classe de Global Politics, il y avait un Vénézuélien qui vivait de très proche tous les soucis qu'il y a eu au Venezuela en 2015-2017, mais qu'il y a encore aujourd'hui. Ou quelqu'un qui avait grandi dans un camp de réfugiés en Syrie, mais je me disais, mais en fait en Syrie il y a la guerre maintenant. Il me disait, ah oui, alors j'ai grandi dans un camp de réfugiés en Syrie, maintenant mes parents sont réfugiés à Amsterdam parce qu'effectivement il y a eu des conflits. Donc en fait, c'est un peu se prendre ces électrochocs en permanence, au point où on ne peut plus simplement rentrer chez nous et faire comme avant. Et c'est ça en fait qui est un peu plus puissant, je trouve, que simplement avoir une expérience unique. Comme je disais tout à l'heure, regarder un film qui nous touche, c'est que là en fait pendant 2 ans, prendre des électrochocs tout le temps, en fait au bout d'un moment ça reste chevillé au corps. Donc c'est ça ce que j'ai appris. Merci pour le côté électrochoc. Amine Badreddine, vous venez de Paris, vous étiez au collège Robert Bosch en Allemagne 2022-2024. Aujourd'hui, vous venez de terminer votre première année en ingénierie à Cornell University dans l'État de New York aux États-Unis. Vous avez l'intention de vous spécialiser en ingénierie mécanique. Vous pouvez bien vous entendre ensemble. Qu'est-ce que vous avez appris sur le leadership ? Bonjour, déjà tout d'abord, merci de m'avoir ici. Et pour moi, donc, j'ai appris vraiment que le leadership, que vraiment rien n'est impossible après mes 2 années à UWC. Et je l'ai appris de 2 manières. Tout d'abord, la communauté à UWC est vraiment très diverse et on rencontre des élèves du monde entier. On apprend à les connaître et le problème des uns devient le problème des autres. Et donc, vraiment, lorsqu'on lit les journaux, on peut associer un visage à chaque événement et ça nous touche personnellement. Et donc, par exemple, je me rappelle lorsqu'on a organisé il y a 1 an et demi un concert pour les femmes en Afghanistan pour lever des fonds pour pouvoir les aider puisqu'elles ne pouvaient plus accéder à l'éducation. Et donc, je pense qu'on avait peut-être 3-4 élèves d'origine afghane sur 200 élèves. Mais on sait tous, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse réaliser cette chose. Et je dirais la deuxième manière dont on l'a appris, c'est juste en faisant... la mission du WC, c'est, donc pour répéter le motto, c'est de... Oh, purée, j'ai un trou. Ah, voilà ça. De faire de l'éducation une force pour unir les peuples, les nations et les cultures pour la paix et un avenir durable. Et donc, tout ce qu'on fait à UWC, à la fin, c'est pour pouvoir œuvrer à la paix ou à un monde meilleur. Voilà, un monde meilleur. Et donc, par exemple, un événement qu'on avait fait, c'était pendant que les 2e années, donc ceux qui sont en train de passer leurs examens finaux, étaient en train de les passer. Nous, les premières années, on avait toute une semaine pour essayer de rendre une ville plus vivable. Donc, on avait donné une ville à des groupes de 5 élèves. Et après une semaine, on devait réaliser quelque chose et essayer d'améliorer donc, les conditions de vie dans cette ville, que ce soit économique, écologique, social, de tous les points de vue. Et donc, je me rappelle qu'on avait créé une maquette pour représenter la ville avec tous les changements qu'on a fait. Et on nous a vraiment montré comment, en fait, assez simplement, lorsqu'on s'entraide, on peut être des acteurs de changement. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Et last but not least, nous avons Paul Laporte. Il faut que je dise qu'on se connaît parce que régulièrement tu me donnes des... Pardon ? On habite à 2 maisons. Oui, c'est vrai, à Nogent-le-Rotrou, et souvent que je vais au Super rue de Nogent-le-Rotrou, Paul est là pour me donner des tracts et parfois de la collecte avec des boîtes de conserve, donc c'est très bien. Alors, Paul, tu étais à l'UWC Mostar en Bosnie-Herzégovine entre 2022 et 2024. Aujourd'hui, vous avez une année de session, mais vous consacrez beaucoup de bonnes
bonnes actions et des engagements dans la politique de la ville. Et vous partez étudier l'année prochaine les mathématiques appliquées à Brown University, Rhode Island. Qu'est-ce que toi, tu as appris sur le leadership responsable lors de ton séjour? Parce qu'en plus, c'était en Bosnie-Herzégovine. Hein, vraiment. Voilà, c'est ça. Un exemple intéressant. Bonjour à tous, merci Alex. C'est assez compliqué de passer après vous tous parce que je pense que vous avez un peu dit, on a un peu tous les mêmes idées, mais je vais quand même essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Pour moi, le leadership engagé, je pense, comme tu disais Alex, c'est pas quelque chose que... J'avais pas un cours de leadership engagé quand j'étais à Mostar. C'est vraiment fait en fonction des interactions avec des gens. Ah oui, le micro, ok. Vous m'entendez? Ok. C'est mieux, parfait. J'avais pas de cours de leadership engagé, ça s'est fait en fonction des interactions avec les gens. Je pensais que le leadership engagé, c'était, vous savez, ce genre de choses qu'on met dans les posts LinkedIn. Et en fait, non. Qu'est-ce que j'ai appris du leadership engagé à Mostar? Je pense que c'est deux choses. La première des choses, je suis désolé Alice, c'est se connaître soi-même. Quand on y pense, UWC, c'est un endroit où vous avez, moi à Mostar, on avait 200 élèves pour 100 nationalités qui viennent de tous milieux socio-économiques. Vous avez des gens qui venaient des milieux les plus puissants de ce monde et avec des gens qui littéralement étaient réfugiés de guerre. C'est pas commun. Vraiment, je mets l'accent sur ça. C'est pas commun parce qu'en fait, quand vous êtes avec des gens avec une culture tellement différente de vous, vous n'avez pas ce socle culturel qui vous permet en quelque sorte de créer des amitiés avec des gens. Donc vous êtes obligé de chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui crée la personne que vous êtes. Quel est votre cœur, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, pourquoi vous vous battez, pourquoi vous voulez, comme on dit, pourquoi vous voulez changer le monde à UWC. Bon, c'est un peu un grand objectif, mais on espère, on se bat. Donc voilà, la deuxième chose, c'est effectivement notre place dans le monde en tant que Français. On arrive à UWC, voilà, moi je viens de Nogent-le-Rotrou, je suis issu de la classe moyenne. J'arrive à UWC et directement on m'identifie comme le Français, donc le privilégié. Et je pense que c'est très important d'être conscient de notre place dans le monde, surtout considérant la place que la France entretient dans l'histoire du monde. Le deuxième aspect, je pense que c'est la mesure ou peut-être le ownership, la possession de notre libre arbitre, dans le sens où, je vais vous donner un exemple peut-être. À UWC, on sait tous ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. À UWC, autour de cette date-là, on a eu un étudiant palestinien et une étudiante israélienne qui ont fait, c'est pas un exposé, parce qu'à UWC, il y a très peu d'exposés. C'est souvent des discussions où il y a certes une présentation, mais beaucoup de discussions, et on essaye justement de faire de plus en plus de discussions. Enfin, il y en a toujours pas de plus en plus. Bref, vous m'avez compris. Et ils ont fait un historique du conflit israélo-palestinien depuis l'établissement de l'État d'Israël en 1948. Et ce qui était très intéressant, c'est que vous avez quelqu'un d'Israël et quelqu'un qui vient de Palestine. Et chacun avait sa vision du conflit et chacun venait apporter sa vision, la vision de son peuple sur la table. Et ensuite, on a discuté pendant de longues heures de ça. Et comprendre que les points de vue, en fait, sont uniques à chacun, et j'ai un point de vue, la personne en face de moi, Joy, tu as un point de vue différent que moi, vous avez tous un point de vue différent du mien, et le monde est fait comme ça, et je pense que c'est important de le savoir. Pour relier tout ça au leadership, je pense que le leadership, Mostar m'a appris beaucoup d'écouter des gens, m'a beaucoup appris à écouter les gens. Je suis allé à UWC et j'étais un peu cet enfant un peu prétentieux qui pensait savoir tout, et j'arrive à UWC et j'en ressors et en fait je me rends compte que je sais pas grand chose. C'est un peu paradoxal. Bref, je finis, je parle beaucoup. Et la dernière chose, c'était l'humilité. Voilà, l'humilité. Comme je suis une petite personne, mais j'essaie de faire au mieux pour changer. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, donc c'est un peu compliqué de parler. Mais voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Parfait, merci beaucoup.
nous avions quelques images, je ne sais pas si on peut quelques photos pour vous montrer ceux qui ne connaissent pas l'UWC. Juste dans les 5 dernières minutes, je voulais que vous racontiez une anecdote, votre souvenir le plus marquant de vos années. Quel était le moment qui vous a le plus marqué pendant que vous étiez dans votre collège? Je commence avec vous, Alejandro. Les moments qui m'ont plus marqué. Bien dans le micro, pour qu'on en pardon. profite. Oui, les moments qui m'ont plus marqué, il faut que je réfléchisse, mais à la fin de UWC Mostar, à la fin des 2 années, on a cette soirée où on est levé toute la soirée, et à la fin on va dans le vieux pont de Mostar qui était détruit par la guerre. C'est les symboles de la paix en Mostar. Je ne sais pas si c'est fait. Si, c'est toujours fait, je confirme, j'étais une semaine. Voilà. Et donc, c'est les moments où tes 2e année, il vient à te voir pour ton remise de diplôme, et tu as tous tes amis là, et c'est la fin d'un grand voyage. Et comme tous eux, ils ont parlé, c'est un grand voyage avec des gens qui... les possibilités de les avoir connus dans son vie normale étaient zéro. Et donc, c'est incroyable d'avoir tous ces symboles face à toi et de dire, bon, c'est la fin, mais ça va pas être la fin de la UWC Experience pour moi, hein, ça va être le début. Parce que ça commence quand tu as tous les connaissances en toi. Et donc, je pense que c'est les moments qui m'ont plus marqué. Voilà. Alice, qu'est-ce que ça te fait de voir des images comme celle-ci? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Est-ce que tu as un souvenir qui t'a particulièrement marqué? En fait, peut-être comme c'est un peu loin, j'ai presque envie de parler de... En fait, il y a 2 ans, c'était les 10 ans. On est retournés tous ensemble... on est retournés tous, enfin une grande partie d'entre nous, on a pu retourner au Pays de Galles, dans le lycée. L'école organisait un week-end de retrouvailles. Et je pense que ce qui m'a marqué, ça a été les engagements de tous aujourd'hui. J'ai notamment une de mes copines de classe qui est finlandaise, qui a été élue elle était députée pour les Verts en Finlande. C'était la plus jeune députée finlandaise au Parlement. Qu'elle a fait un mandat et elle nous racontait ça avec grande simplicité. Elle nous racontait qu'elle était un peu stressée de revenir aux 10 ans parce qu'elle n'avait pas été réélue et que du coup elle voyait ça comme un échec. Et on était là, mais en fait t'as même pas 30 ans, t'as déjà été élue une première fois, c'est déjà pas mal. Et en fait c'est ces liens qui sont tellement forts qu'on s'est fait très jeune, qui aujourd'hui perdurent. Et on s'est revus tous, on avait des choses très très différentes à se raconter. On était à des moments au bout de 10 ans assez différents de nos vies, et en même temps on avait tous ce souci, je pense, de l'engagement. Et je pense tout à fait ce que tu as dit, Alix, c'est très juste. Une fois qu'on l'a vu, on peut pas l'ignorer, et une fois qu'on est conscient de certaines choses, on n'a pas le choix. Et moi c'est sûr que beaucoup de décisions que j'ai prises dans ma vie professionnelle et dans mes engagements personnels, en fait, je sens que j'ai pas le choix. Donc, donc ça me marque beaucoup quand je vois qu'on est dans des endroits très différents, à faire des choses très différentes, mais il y a cette chose de l'engagement qui est présente chez chacun. C'est sympathique de vous entendre en parler, de voir en même temps ces formidables images qui viennent de partout dans le monde. Alix, un souvenir? Alors, c'est pas facile parce qu'il y en a plein, et comme Alice disait, pour moi, ça commence à remonter également. Donc, je pense que il y a, voilà, ça c'était il y a 10 ans. Exactement, on l'avait toujours, et d'ailleurs, on avait même une communauté celte avec qui était là, les Irlandais, les Gallois, etc. Mais bref, je pense qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, donc je vais essayer d'être brève. Mais premièrement, c'est en fait, comme vous voyez toutes ces photos, je ne sais pas pour tous les campus, mais en tout cas au Costa Rica, on célébrait le 15 septembre, le jour d'indépendance du Costa Rica. Et donc tous les Costariciens étaient en habits traditionnels, et nous, on mettait nos habits traditionnels à nous pour célébrer leur jour d'indépendance. Ce qui donnait une sorte de foule de drapeaux et de robes bavaroises, de costumes de partout. Et on était évidemment les seuls à être habillés différemment du costume traditionnel costaricien. Et en fait, c'est tout bête, mais j'ai trouvé ça assez beau de célébrer
la différence, alors qu'on est aujourd'hui dans un monde où généralement la différence, ça polarise. Et c'est ça que je retire en tout cas aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, c'est qu'en fait, là où quand on voit de la différence, on voit généralement du conflit ou du débat, et ben nous on voyait une richesse et on voyait une opportunité incroyable d'apprendre des choses sur les cultures des personnes qui étaient en cours avec nous. Et je pense que pour boucler la boucle avec aujourd'hui, 10 ans plus tard, en plus de cette célébration de la différence, on voit que non seulement on avait des cultures différentes à l'époque, mais même aujourd'hui, on est finalement dans des domaines qui sont très très différents les uns des autres, où on parle là déjà de plusieurs mathématiciens en devenir, d'autres qui deviennent députés. Moi, aujourd'hui, je travaille dans un fonds d'investissement où, en fait, à UWC, j'aurais jamais pensé pouvoir travailler en finance parce que je voyais ça comme quelque chose qui n'a pas de vocation à changer le monde. Et aujourd'hui, en fait, je réalise que je suis en mesure de pouvoir accompagner des entrepreneurs qui ont des projets dans les domaines de l'éducation, du climat, de la santé et qui, en fait, font l'innovation européenne de demain. Et en fait, c'est très beau de voir 10 ans plus tard l'impact qu'on peut avoir de 1000 manières différentes juste parce qu'on a partagé des valeurs communes 10 ans auparavant. Et de réaliser qu'on a tous des talents différents, donc on va tous évidemment pas finir au même endroit à faire forcément de la politique, mais qu'on le fait chacun à notre manière dans nos domaines, que ce soit les mathématiques, la politique, la finance ou bien d'autres. Merci beaucoup Alix. Amine, juste un souvenir. Donc je pense pour moi ça sera aussi compliqué de... Enfin, il y a vraiment tellement de souvenirs, chaque discussion est un souvenir. Mais pour en choisir un, donc à UWC, on a quelque chose qui s'appelle un Special Focus Day, donc où pendant une journée, on n'a pas cours et on se concentre sur un thème, et on a des ateliers et on en parle. Et donc je me rappelle d'un ami à moi qui vient du Cachemire et qui avait parlé du conflit en Cachemire et comment ça l'avait impacté personnellement et comment ça avait impacté sa propre famille. Et donc je pense, comme Alex le disait, c'était vraiment un électrochoc et on se rend compte de la réalité dans le monde. Et je me rappelle que tout le monde était sorti de cet atelier en pleurs, donc c'était peut-être pas aussi heureux par rapport aux autres, mais je pense que c'était vraiment une expérience marquante et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir encore plus sur le monde. Merci beaucoup. Expérience en effet marquante. Paul, un souvenir. Comme tu parlais, Alejandro, tout à l'heure du pont de Mostar, comme disait Alejandro, au moment de la diplomation, il y a la cérémonie, il y a le bal de promotion, et ensuite on se retrouve tous sous le pont de Mostar pendant toute la nuit pour faire la nuit blanche. J'ai été diplômé en 2024 et là on est en 2025, je vous apprends rien. Mais du coup c'est la diplomation de mes premières années qui sont toujours à Mostar et j'y suis retourné on était beaucoup à être retourné à Mostar pour fêter avec eux leur diplomation et je l'ai fait 3 fois, j'ai passé 3 nuits blanches sous le pont de Mostar. Il faisait froid, mais c'est magnifique parce que je me suis rendu compte que c'était très cyclique en fait comme expérience. C'est le fait que j'y suis allé en tant que première année, j'y suis allé en deuxième année et ensuite je suis retourné en tant qu'alumni pour célébrer ceux qui étaient en train de diplômer et qui ensuite vont retourner. Je trouve que c'est un magnifique cycle et je pense que le cycle c'est vraiment ce qui détermine UWC, c'est vraiment l'aide au prochain, l'aide aux premières années, l'aide au prochain. Je pense que c'était mes meilleurs souvenirs, c'était ça. Merci beaucoup. Comme vous avez vu, beaucoup d'enthousiasme, de passion et on comprend un peu mieux ce que vous avez expliqué aussi sur ce que vous avez appris sur les valeurs qui ont inspiré le travail que vous faites actuellement. En tout cas, merci beaucoup de nous en avoir parlé et puis je vais vous laisser regagner vos places. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Et dans quelques instants, nous allons passer à la partie plaisir avec les pledges, mais tout de suite, on regarde d'abord une petite vidéo de Faith qui voulait vous dire quelque chose. Hello, my name is Faith Abiodun.
it is my privilege to serve as the Executive Director of the United World Colleges. When I think about purpose and leadership, I think about the mission of the UWC movement, to make education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. The purpose behind our work is that belief that young people who are educated in UWC schools today can become the leaders who will shape a more peaceful and sustainable future. Our purpose drives us to seek for these young people in all parts of the world, especially those who have been separated because of challenges, difficulties, historical barriers in the world, especially socioeconomic barriers. Our purpose drives us to bring these young people together, to enable them to live together, to learn together, to serve together, and to evolve into the leaders who would collectively shape the world that we desire. I think about the more than 85,000 young people today who have gone through UWC education. They're currently leaders in the public sector, in the private sector, in the non-profit sector, in the humanitarian world. They are the reason why we continue to do exactly what we do today. They are the ones who will shape the future that we are walking definitely towards. I thank you for your leadership, and I thank you for your partnership in helping to bring this mission to life. Let's do more. Thank you very much indeed. That was Faith who wanted to say a few words to you. Nous allons passer maintenant à la partie la plus essentielle de la soirée. Je vais demander à Maya à Marie de venir me rejoindre et qui va nous parler de ce qui va se passer tout de suite avec les pledges. Vous pouvez l'applaudir, ça fait toujours bien quand quelqu'un vient sur scène. Alors c'est en bas, il faut, voilà, comme ça. Alors, Marie, d'abord, tu as une expérience personnelle, je crois, parce que tu as bénéficié d'un don. Tout à fait. Donc, vous m'entendez? Ah, pas sûr. Si, je crois que ça marche. Ok. Ah non. Voilà. Ah non, bah, prends le mien, c'est plus facile. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis allée à UWC entre 2009 et 2011. Et en 2009, j'ai eu la grande chance de pouvoir bénéficier d'une bourse pour pouvoir y aller. Et voilà, ça a été déterminant pour moi pour pouvoir ensuite aller à UWC. Sinon, ma famille n'aurait pas pu me soutenir dans ce projet-là, malgré leur grande détermination à m'aider. Donc je suis d'autant plus reconnaissante aujourd'hui et contente d'être ici pour pouvoir vous le communiquer. À travers le monde, il y a plein de jeunes qui sont en mesure d'avoir des bourses pour aller à UWC. Et donc, voilà, c'est vraiment une chance inouïe. Et voilà, je suis contente de pouvoir en parler avec vous ce soir. Parfait, c'est un vrai exemple donc qui nous motive. Nous allons passer à la partie de la soirée où on vous invite à vous engager pour quelques dons. Nous allons passer un peu de musique, le temps que vous vous mettiez sur le QR code qui va apparaître. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'écran pour que vous puissiez le photographier. Je crois qu'on a fait un test tout à l'heure, ça marche pas très bien. Et là, ça marche sur le. Oui. Là, ça marche aussi. Donc voilà, vous l'avez sur la brochure. Vous pouvez vous approcher si ça ne marche pas. Comme ça, vous serez connecté à la possibilité de faire des dons. Tout à fait. Voilà, sur le petit flyer que vous avez tous sur votre siège, voilà, à l'arrière, si vous le retournez, vous avez le QR code qui se trouve aussi ici. Et donc, en fait, ça va vous amener sur une application qui s'appelle Slido, qui est très user-friendly. Normalement, vous vous rendrez rapidement jusqu'à une petite partie assez interactive où vous pouvez nous informer, communiquer sur une promesse de don que vous pourriez faire à UWC. Et on aura le plaisir, dans quelques instants, de le voir aussi à l'écran et de voir les promesses qui ont été faites dans la soirée. Et c'est quelque chose qui peut continuer aussi dans les prochains jours. Vous pouvez également le faire, je dis à tous ceux qui nous regardent depuis Zoom. If you're watching us anywhere in the world on Zoom, you can, of course, also make a contribution. We'll be more than happy to receive it. Le temps que vous réfléchissiez, que vous vous branchez sur l'appli, nous allons vous mettre un tout petit peu de musique entraînante pour vous encourager dans votre générosité. Et puis, voilà, on va laisser un petit moment.
Oui, je voulais aussi vous faire un petit rappel fiscal que beaucoup de gens savent déjà, mais au cas où, un petit rappel. Donc effectivement, que vous soyez plutôt associé à une entreprise ou même un donateur individuel, vous avez droit à une réduction fiscale en faisant un don. Donc pour vous dire les mots justes, c'est que voilà, vraiment, si vous faites un don, vous êtes en mesure de récupérer 60% en réduction d'impôts. Ça, c'est pour les entreprises. Et pour les donateurs individuels, c'est à 66%. Donc une information non négligeable malgré tout. Voilà, on vous laisse 5 minutes pour vous brancher. Ah bah écoutez, est-ce que nous avons déjà quelques dons qui arrivent? Plusieurs même. Plusieurs. Ah oui. Donc tout ça, c'est des dons? Oui. Ah, je te le confirme. c'est génial. Je croyais que c'était des possibilités. Ça, c'est génial. Ah, c'est des vrais dons. Ah oui, il y a de l'argent qui arrive. C'est génial. Je croyais que c'était juste qu'il fallait cocher. Nous avons 250 000. Si. Ah oui. Ah bah c'est extraordinaire, nous avons déjà, on peut applaudir la générosité de quelqu'un qui a promis, donc, mais déjà 100 €, c'est sympathique, 150, 250 000, 200... Écoutez, ça s'affiche assez rapidement. Pendant qu'on laisse les chiffres monter, je voulais juste rajouter une petite anecdote très UWC. Je viens de Bordeaux et aujourd'hui je suis hébergée pour la nuit par une élève de UWC, Honorine, qui a fini l'année dernière et qui est allée dans un autre lycée que moi. Et en fait, juste parce qu'on fait toutes les deux partie du même réseau de UWC, elle m'a ouvert les portes de son appartement et de sa colocation. C'est pour vous montrer l'envergure du réseau qu'on crée avec UWC, c'est qu'il y a l'expérience sur le moment et après, il y a tout ce qui se passe après, le réseau à travers le monde. On sait que dans quasiment n'importe quelle ville dans le monde, on a des gens qui nous accueillent et juste parce qu'on a partagé une expérience commune, voilà, il y a une ouverture qui se fait qui est assez unique. Et ce réseau, il nous pousse vraiment à aller vers le haut et à se donner, voilà, après dans notre carrière professionnelle, dans nos projets personnels pour toujours faire vivre ces valeurs UWC. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Merci Perfect. pour tous ces dons. Écoutez, il y a beaucoup de sous qui viennent d'arriver. On vous laisse peut-être encore réfléchir quelques instants avec cette belle musique. Et aussi, petite information, on est nombreux ce soir du réseau UWC à être présents. Donc n'hésitez pas à venir nous parler pendant le cocktail après. Si vous avez des questions sur le vécu, si vous avez besoin de plus d'éléments aussi pour comprendre l'expérience, n'hésitez pas, ça nous fera très plaisir d'en discuter avec vous et puis de vous livrer toute l'expérience autant qu'on peut en tout cas. Je vois encore quelques personnes qui sont en train de regarder sur les applis, donc je ne vais surtout pas arrêter les élans de générosité de dernière minute auquel nous assistons en direct. Je vais vous laisser peut-être encore 2 minutes si vous voulez encore donner quelque chose. Ce serait très sympathique, mais les dons commencent déjà à affluer. C'est assez impressionnant. I say when you go to school, teacher is your teacher. When you go to hospital, doctor is your teacher. Autre petite information importante. On va baisser la musique pour l'information très importante. Alors là, on a la chance de voir à l'écran les pledges, donc les promesses de dons qui sont faites ce soir. Pour concrétiser tout ça dès demain, tant qu'on est dans cet élan de générosité, vous allez recevoir un email de la part de UWC dans lequel vous aurez vraiment un lien précis pour aller faire le don et donc mener à bien votre promesse. Donc voilà, checkez vos emails, ça s'en vient demain dans votre boîte email. Merci. Je laisse encore 1 minute. On est en train de vous montrer un téléphone. Ça veut dire qu'il y a un message pour nous. Alors. Alors, surtout, vous pouvez continuer chez vous et partager ensuite. Merci pour les commentaires. Ah, il y a des commentaires oui, on a même une personne qui nous dit 500 € à titre personnel et je vais voir avec mon entreprise. Ah, nous avons 28 votes.
Oui, c'est de plus en plus comme l'Eurovision. On affiche en direct les résultats. Et on ne manquera pas, bien sûr, de vous donner un petit peu l'envergure de tous ces dons cumulés dès demain, ou en tout cas dans les prochaines semaines. Je vais m'engager sur... Et surtout pour vous dire aussi ce que ces dons auront permis de faire. Parce que voilà, vous savez que 100% des dons qui sont faits vont directement à des bourses. Je sais que des fois c'est important pour les gens de savoir que les dons vont vraiment à la cause, vont à l'impact et ne vont pas forcément à des frais d'administration. Là, UWC France, c'est que des bénévoles, des parents, des anciens, des gens qui sont connectés à UWC, qui donnent de leur temps. Donc vraiment 100% des dons que vous faites vont vraiment à la cause et à des bourses pour les étudiants des prochaines années. Donc soyez conscients que voilà, votre don fait vraiment va à 100% de son impact potentiel. Voilà. Marie, tu en es la preuve vivante, si je peux dire. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. Encore une fois, vous pouvez les confirmer demain. Nous avons des alumni présents dans la salle qui vont maintenant tout de suite se lever pour que vous puissiez voir. Et je crois qu'ils ont même des petites affiches pour dire, voilà, si vous pouvez vous montrer pour que les gens sachent, on peut les applaudir d'ailleurs parce qu'on ne les a pas entendus tous. Ils seront... mais ravi, mais absolument ravi de faire votre connaissance et de vous parler en connaissance de cause, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont fait et de leurs beaux souvenirs. Donc n'hésitez pas à les aborder lorsque nous allons passer dans quelques instants pour clôturer la soirée. Mais avant d'y aller, je vais vous demander de vous rasseoir, les alumni, et surtout de remercier donc l'exemple vivant de tout ce que ça peut faire de bien, les dons. C'était Marie et Joy. Je crois que tu vas dire quelques mots de clôture. Merci. Tu veux le mien à nouveau? Voilà. Tiens, je t'échange. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci pour votre générosité. Encore une fois, ça va à des bourses. Plus on peut faire partir des élèves partout dans le monde et justement avoir ces fondations de leadership à impact et puis avoir toutes ces expériences qu'on a entendues ce soir. Moi, je trouve ça absolument génial. Je n'ai pas fait UWC, je n'ai pas d'enfant qui a fait UWC. J'ai juste été complètement conquise par UWC et j'espère que vous le serez aussi, ou que vous soyez surtout, venez dans cette aventure parce que c'est exceptionnel. Il y a quelques merci que je dois donner. D'abord à Maurice Lévy, mais il est parti. Alex, merci, notre MC préféré. Voilà, on peut l'applaudir en effet. Questions pertinentes, esprit vif, une touche d'humanité, c'est merveilleux. Un grand merci à Dentons qui nous accueille ce soir et à Joydeep Sengupta parce que c'est un bel endroit et donc voilà, merci à eux. Stéphane Ténier qui est derrière avec son équipe de NetSupra voilà, et qui a fait que toute la technologie fonctionne. Vous pourrez déguster en quantité raisonnable des vins Allegria qui sont offerts par des parents de UWC, la famille d'Aboville. Et puis, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Béatrice Trébaol qui est sur son bateau et qui a organisé avec toute l'équipe, avec Yael, avec Paul, avec Alban. Cette soirée, sans eux, il n'aurait pu... On me fait signe. Elle est sur le Zoom, alors applaudissez-la encore un petit coup. Elle est quelque part en Grèce, il me semble. Voilà, et ça n'aurait pas été possible sans cette équipe, sans tous ces bénévoles. Et voilà, et Nelson Mandela, qui a été président du UWC, a dit cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et ben voilà, c'est fait et il faut continuer à faire. Donc merci à tous. Comme Marie l'a dit, vos promesses, c'est un premier pas et on vous en remercie infiniment. Maintenant, il faut concrétiser. Donc demain, regardez vos boîtes mail. Il y a un mail qui arrivera avec toutes les indications pour vous montrer comment concrétiser ces dons. Voilà, merci. Continuez
à être dans l'aventure UWC, s'il vous plaît, parce que ça vaut le coup et ça fait des jeunes absolument extraordinaires. Donc, merci à tous pour cette belle soirée. Et maintenant, vous pouvez justement aller déguster les petits fours et puis parler aux alumni et aux élèves, à certains qui vont partir cette année aussi. Merci beaucoup. Yeah, 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 yeah. I know love and no freedom and I know so well what to stand up for. How come you don't know like me what the hell they fighting for? Now the man with the blame bring us further apart, but they do not know